Nous avons besoin de vous. 1 million de personnes sont abonnées à notre chaîne YouTube et pourtant, nous sommes encore fragiles. La censure bancaire du pouvoir a mis en danger notre survie financière. Aidez-nous à construire notre budget pour l'année prochaine afin d'assurer notre mission, rester à vos côtés et vous informer en toute indépendance. Nous comptons sur vous dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Donald Trump veut la paix en Ukraine, mais peut-être la guerre au Venezuela. La semaine est cruciale pour Kiev alors que Zelensky est soumis aux pressions diplomatiques du président américain qui veut bien sûr un accord de paix sur fond d'affaires de corruption touchant les proches du dirigeant ukrainien et d'avancées russes sur le front. Alors l'accord de paix sera-t-il annoncé cette semaine? Nous allons en parler, mais nous allons aussi parler du Venezuela alors que Donald Trump et le président vénézuélien Nicolás Maduro ont échangé au téléphone la semaine passée. Et alors que le président américain maintient une guerre psychologique sur Caracas, selon les mots de Maduro. Washington a procédé, rappelons-le, à une vingtaine de frappes contre des bateaux de narcotrafiquants supposés, tuant 80 personnes. Alors après les opérations maritimes, Trump fera-t-il débarquer les Marines sur les plages de Caracas? Question pour notre invité du jour. Pour en parler, je reçois Lionel Rondouin. Bonjour Lionel Rondouin. Bonjour Edouard. Merci beaucoup d'avoir répondu une nouvelle fois présent à l'appel de Choc du Monde. Vous avez été officier parachutiste, vous avez été industriel, vous êtes formateur aujourd'hui de l'Institut Iliad. Merci encore de votre présence ici. Vous connaissez les deux pays, vous connaissez aussi le Venezuela. Pour l'anecdote, vous avez été membre du jury de Miss Venezuela à 2 reprises. Vous connaissez donc, si j'ai bien compris, très bien le pays. Mais je commence, si vous le voulez bien, par le front de l'Est en fait. Puisque dimanche, les discussions américano-ukrainiennes en Floride ont été jugées productives par les deux parties. Mais le secrétaire d'État américain, donc Marco Rubio, a prévenu qu'il restait encore du travail. Et une source ukrainienne a confié qu'elles n'étaient pas faciles, ces négociations. Les conseillers Steve Witkoff et Jared Kushner, les conseillers donc de Donald Trump, sont à Moscou. Lionel Rondouin, y croyez-vous à cet accord de paix ? Quelles concessions, selon vous, Kiev et les Européens devraient-ils accepter, en fait? Alors, je commence à y croire un petit peu, parce que Donald Trump tranche définitivement avec ce que nous connaissons malheureusement en Europe. Trump, à la différence de son prédécesseur Biden, à la différence d'Obama, etc., essaye de retrouver le chemin de la diplomatie. Je rappelle que la diplomatie, c'est un truc qu'on a inventé il y a 4000 ans, en même temps que les premiers États. Et la diplomatie suppose, depuis 4000 ans, que l'on veuille bien, et que l'on ait envie même, de parler avec des gens avec qui on a des conflits d'intérêts. Et, subséquemment, pour négocier, on essaye de se renseigner sur la vision qu'il a du monde, sur la vision qu'il a du conflit, sur ses intérêts, et donc ce sur quoi on pourrait avoir un effet de levier dans le cadre d'une négociation. Or, c'est justement ce que Obama, Biden et depuis très longtemps tous nos dirigeants européens ont voulu abandonner. Le maître mot, c'est il y a des gens avec qui on ne parle pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Mécanisme typique de la diabolisation. Et il ne reste à ce moment-là que l'ultimatum, éventuellement la guerre, au minimum des sanctions, dont on voit bien à quoi elles servent, il n'y aura pas grand-chose dans le cadre de la Russie, ou à des tentatives de coup d'État, de changement de régime, Maïdan, mais aussi on en a vu un peu partout dans la planète. Bon, donc Trump a au moins ce mérite de retrouver le sens historique de la diplomatie et de parler avec des gens avec qui il a des conflits, et je trouve que c'est pas mal. Et ce qu'on voit surtout dans cette affaire-là, nous concernant, c'est que l'Europe n'existe pas. Elle est complètement absente du jeu. Elle fait des contre-propositions de détails complètement absurdes. Pour jouer l'avocat du diable, c'est elle qui soutient financièrement à bout de bras l'Ukraine depuis que le contribuable américain, par la voix de Donald Trump, refuse d'allonger 70 milliards de dollars, pour l'année prochaine.
Ah oui, mais c'est le vieux proverbe, c'est celui qui paye l'orchestre qui décide de la musique. Si nous payons et que nous ne sommes pas capables d'avoir voix au chapitre, c'est que cette Union européenne n'est qu'une pompe Afrique et ne sert à rien d'autre, notamment dans le domaine des relations internationales et malheureusement de la paix sur notre propre continent. C'est un peu dommage quand même. Ça sent un peu la fin de règne pour Volodymyr Zelensky, vous avez l'air de sentir ça? Tout le monde le dit. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Il a encore beaucoup d'amis. Il y a beaucoup de ses amis, en revanche, qui ont eu des gros soucis ces temps derniers. Il y en a qui sont en fuite. Il y en a qui sont... le directeur de cabinet Yermak. Qui ont démissionné, qui sont sous le coup d'enquête. Bon, soyons clairs. Trump a décidé de se débarrasser d'un certain nombre de gens qui le gênent dans sa tentative de trouver un accord le moins mauvais possible avec la Russie sur le dossier ukrainien. Vous pensez que derrière ces affaires de corruption, il y a donc la main de Washington? Absolument. Enfin, c'est derrière la dénonciation de ces affaires de corruption, et ce n'est que le début. On parle de 100 millions de dollars, c'est ridicule. Actuellement, il y a des enquêtes au niveau américain sur des détournements à hauteur de 48 milliards de dollars. Donc on n'a pas fini d'en apprendre si jamais Zelensky ne fait pas ce que son mentor américain lui demande. Alors, vous avez évoqué donc les Européens. Ici, plutôt en France, en Europe, on évoque, on accuse ceux qui appellent à la paix de Munichois. Bon, est-ce, diriez-vous, qu'il y a en effet un syndrome de Munich 1938 bien sûr, qui est à l'œuvre? Je rappelle qu'en 1938, les Français, les Britanniques ont admis l'occupation des régions tchèques peuplées d'Allemands pour assurer la paix face à Adolf Hitler. Ceux qui veulent donc aujourd'hui la paix avec Moscou sont qualifiés de Munichois. Qu'avons envie de répondre à ces accusateurs? Manifestement, l'affaire tourne mal sur le front. Donc, est-ce qu'on a accusé... on va se retrouver dans une situation, si ça se trouve, dans quelques mois, où l'Ukraine aura définitivement perdu sur le champ de bataille. Est-ce qu'on a accusé Adolphe Thiers et les premiers dirigeants de la Troisième République d'être des traîtres quand ils ont été obligés d'abandonner l'Alsace-Lorraine? C'est ce qui va se passer. Bon. Et donc les problèmes ne se posent pas forcément en termes de Munichois, pas Munichois. Les faits sont têtus, c'est Lénine qui disait ça. Les faits sont têtus. Alors, vous voulez la paix en Ukraine, Lionel Rondouin, mais aussi au Venezuela, quand nous en avons parlé. Évidemment, vous voyez d'un œil assez, pour le moins sceptique, les opérations américaines dans cette autre zone du globe. Nous devions donc évoquer ce pays d'Amérique latine que vous connaissez bien, comme je disais en introduction. Nous le voyons en carte, d'ailleurs, c'est un pays plus grand que la France, 1 million de kilomètres carrés. Je vais commencer par Donald Trump, Lionel Rondouin, et par Nicolas Maduro, par le dialogue, le duel entre ces deux dirigeants. Donald Trump a confirmé avoir échangé avec son homologue vénézuélien au téléphone. Voici un résumé de la situation. Donald Trump a confirmé le 30 novembre avoir échangé au téléphone avec Nicolas Maduro sans préciser le contenu ni le ton de l'échange, déclarant simplement à bord de l'Air Force One « c'était un appel téléphonique ». Cet appel donc intervient alors que Washington a intensifié sa pression militaire, déployant en novembre le porte-avions Gerald Ford en mer des Caraïbes et frappant plus de 20 navires avec 83 morts annoncés. Le Venezuela est accusé par Donald Trump d'être derrière le trafic de produits stupéfiants qui inondent les États-Unis. Samedi, Washington a unilatéralement fermé l'espace aérien vénézuélien. Le sénateur républicain Markwayne Mullin a affirmé que les États-Unis avaient proposé à Maduro un départ volontaire, l'opportunité de partir vers la Russie ou ailleurs. Mais pour Caracas, cette agression en préparation vise à s'emparer des plus grandes réserves pétrolières mondiales et a demandé dimanche à l'OPEP d'intervenir pour stopper l'offensive américaine. Des accusations pèsent sur les opérations américaines. Le Washington Post a publié que le secrétaire à la défense Pete Hegseth aurait exigé de tuer tous les passagers d'un bateau le 2 septembre, y compris en tirant une seconde fois sur des naufragés. Pete Hegseth a dénoncé une fake news et affirmé que chaque trafiquant tué est affilié à une organisation terroriste désignée.
Il y a donc 12 navires de guerre et 15 000 hommes, 15 000 soldats américains qui sont déployés au large de Caracas. Trump n'a toujours pas exclu une intervention militaire. Alors est-ce de la rhétorique? Est-ce vrai? Que croyez-vous, Lionel Rondouin? Croyez-vous à cette opération terrestre qui a été évoquée d'ailleurs à demi-mot par Donald Trump? Je souhaite qu'il ne la fasse pas, mais je le souhaite pour eux, pour les Américains. Bon, vous avez raison de rappeler que le Venezuela, c'est grand comme 1,5 fois la France. Il y a des régions extrêmement montagneuses. Il y a de vastes plateaux couverts de forêts. C'est un pays extrêmement chaud et humide. Il y a peu de routes à l'intérieur du pays, de routes goudronnées dans la profondeur, surtout quand on va vers le Brésil. Alors il y a un Venezuela utile qui fait 7 à 800 kilomètres de long, qui va de la capitale Caracas à l'est jusqu'à la zone de Maracaibo, qui est la deuxième ville du pays, et la région où se concentrent le plus les industries pétrolières. Bon, c'est pas facile d'envisager une opération militaire dans un contexte comme ça. Je parle du contexte géographique. Il y a des grandes villes, Caracas, si les gens décident, si l'armée vénézuélienne et les milices patriotiques, il faudra peut-être qu'on y revienne sur les milices patriotiques, parce que les généraux, quelquefois, ça trahit les présidents. Les milices patriotiques, rarement, trahissent leur parti. Donc ça, c'est une force très importante depuis des années au Venezuela. Donc on a un pays immense. La frontière avec la Colombie, si jamais il y a des guérillas, par exemple, dans l'ouest du pays, c'est 2200 kilomètres de long. C'est en gros Amsterdam-Gibraltar. Bon, je crois que vu d'ici, et même quelquefois vu du Pentagone, les gens n'ont pas assez lu les cartes, n'ont pas assez regardé à quoi ça ressemble. Donc c'est pas une partie de plaisir. Si jamais ils attaquent, ce qu'à Dieu ne plaise. Alors, Maduro est assez mal connu en France. Rappelons qu'il est au pouvoir depuis 2013 et la mort de Hugo Chavez. Il était son successeur désigné. Il a voulu faire perdurer l'héritage du chavisme socialiste et même de la révolution bolivarienne. Mais justement, sur ça, nous avons besoin de vos éclaircissements, Lionel Rondouin. Cela dit, depuis la crise économique de 2015-2017, Maduro a été vivement contesté. Il a été donc réélu quand même en 2019. Un mandat non reconnu par l'Occident, par les États-Unis et l'Union européenne. Désormais, il est soutenu par la Chine, la Russie, Cuba. Mais Trump, désormais, le qualifie de chef de cartel. À votre avis, l'homme fort du Venezuela est-il indéboulonnable en dépit de la décennie passée qui a été quand même très très difficile pour le Venezuela? Indéboulonnable, non. De toute façon, les gens indispensables, les cimetières en sont pleins, donc personne n'est indéboulonnable de manière absolue. En revanche, il y a au Venezuela, comme dans quelques autres pays, je voudrais parler 2 minutes d'histoire. C'est de la révolution bolivarienne. Simon Bolivar est le libérateur du Venezuela et de la Colombie, et de Panama, car Panama faisait partie de la Colombie à cette époque-là. Donc entre 1813 et 1830, pour absolument. Les auditeurs qui... Absolument, et c'est un phénomène simultané dans toute l'Amérique hispanophone. J'exclus le Brésil, qui a une histoire différente pour d'autres raisons. Je parle de l'Amérique hispanophone. Il y a eu des grands libérateurs dans chacun des pays ou dans chacune des zones. San Martin en Argentine, O'Higgins au Chili, mais la figure de proue de l'anticolonialisme de l'Amérique du Sud et du Centre de langue espagnole est resté Simón Bolívar, qui était un chef de guerre absolument remarquable, un très grand politique, et qui a donner son nom non seulement à la monnaie du pays, le bolivar, mais aussi au bolivarisme auquel on se réfère quand on est équatorien, colombien, chilien, péruvien, argentin. On peut parler du bolivarisme et on se réclame du bolivarisme, c'est l'anticolonialisme. Donc ces gens-là, ces libérateurs qui étaient pour la plupart des généraux, ont pris les armes
contre les troupes espagnoles. Au début, ils ont profité du fait que le royaume d'Espagne était en déshérence parce que Napoléon avait envahi l'Espagne et mis à la tête du pays son frère Joseph. Donc la monarchie espagnole était en plein désastre. Mais ils ont libéré leur pays, ces gens-là. Et le bolivarisme est à la base des nationalismes d'Amérique de langue espagnole. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ce sont des gens extrêmement patriotes et où la notion de peuple est importante. Voilà. C'est le peuple qui s'est soulevé contre la puissance coloniale. Alors c'est vrai, c'est faux, il y avait des bourgeois, il y avait des tas de gens, mais justement, le peuple comprend les bourgeois. Dans l'esprit bolivarien, c'est pas seulement une révolte de paysans misérables, hein, pas du tout. La grande bourgeoisie, les grands commerçants, les grands négociants ont adhéré tous partout à l'idéologie bolivarienne qui, au bout de plus de 200 ans, reste extrêmement vivace. C'est culturellement sous-jacent au pays. Mais alors comment équilibre-t-on ça au Venezuela entre le bolivarisme et le chavisme en fait? Alors, le Venezuela est sorti de la Deuxième Guerre mondiale avec un statut de puissance économique énorme. C'était un pays immensément riche parce qu'il a commercé pendant la guerre, il a approvisionné notamment les États-Unis, mais pas seulement. Et pas seulement en pétrole, mais aussi en produits agroalimentaires, mais aussi en produits industriels. C'était un pays développé et très riche. En 1945, à la fin de la guerre, le PIB par tête du Venezuela, c'est-à-dire la richesse par personne, c'est le 4e du monde. On est au niveau de la Suisse. Bon. Alors comment est-ce qu'on est arrivé là et d'où vient le désastre des années 90 ? Alors bien entendu, à la fin de la guerre, le Venezuela était une société inégalitaire. Il y avait des gens très très riches, il y avait des gens pauvres, notamment des paysans, mais il y avait une forte bourgeoisie, une classe intermédiaire, technicienne, commerçante, industrielle, qui prospérait. Et la vie économique était riche. Dans les années 1950, bon, on s'imagine plus ça aujourd'hui, dans les années 1950, à Caracas, il y avait une boutique Dior, il y avait une boutique Chanel, toutes les marques de luxe étaient présentes. Bon. Et ça a périclité en même temps que la strate supérieure de la bourgeoisie, de la classe moyenne supérieure. Et puis les gens... ça semble un peu idiot, mais ça a à voir avec l'apparition des avions à réaction sur les lignes commerciales. Les gens vraiment riches ont pris l'habitude d'aller faire leurs courses à Miami et à Dallas plutôt que de les faire sur place. Et les boutiques ont fermé localement. Et la classe supérieure vénézuélienne s'est totalement américanisée. D'accord ? Et, bon, je résume... la bourgeoisie a périclité. L'industrie moyenne a périclité. Et on est arrivé à la situation où, dans les années fin des années 80, il y a eu une crise des prix du pétrole. Le Venezuela, qui s'était désindustrialisé, a perdu une grande partie de ses ressources à cause de la baisse des prix. Et la société vénézuélienne, dans les années 80, est devenue ce que j'appelle une plutocratie obscène. C'est normal qu'il y ait des inégalités de revenus et de patrimoine. Je ne suis pas un bolchevique fanatique et militant. C'est normal qu'il y ait des inégalités. Mais au point où on l'observait, notamment dans les années 90, au moment de la montée, de l'ascension de Chavez, du colonel Chavez à l'époque, le Venezuela était un pays obscène. Je prends un exemple. Vous avez au centre de Caracas, vous avez un quartier, c'est l'équivalent de la Défense à Paris, mais c'est au cœur de la capitale. Donc vous avez des tours avec compagnie d'assurance, siège des banques, siège des compagnies pétrolières, etc., des compagnies maritimes. Et
C'est donc le symbole de l'activité économique vénézuélienne la plus profitable de cette époque-là. Au pied de ce quartier de la Défense, vous avez un petit fleuve, une grosse rivière, et il y avait des gens, je parle des années 92, 93, qui survivaient en marchant toute la journée dans le rio, dans le fleuve, avec de l'eau jusqu'à mi-cuisse ou à la ceinture, et qui, avec leurs mains, grattaient le fond du fleuve pour récupérer des vieux boulons, des vieux outils, tout ce qui était en ferraille rouillée, et ils vendaient ça à quelques centimes du kilo pour survivre. Et il arrivait assez fréquemment que le matin, quand le camion de la voirie, quand les éboueurs passaient dans le quartier de la Défense, ils ramassent à l'aube des cadavres de gens qui étaient morts de faim ou du tétanos. Bon, ça ne peut pas durer longtemps. Et ce qu'on n'a pas vu à l'époque, c'est que l'ascension de Chavez a été soutenue par beaucoup de strates politiques et sociales de la population. Les gens qui, à l'époque, en France, auraient été pour Balladur, ils étaient comme tout le monde, ils criaient « Vive Chavez !» Et Chavez a été très bien élu pour un président au Venezuela, parce que c'est compliqué l'histoire électorale, mais il a été élu avec 54-56% des voix. Bon, son élection est incontestable, et soutenu par une grande partie du peuple. Comme l'a été Maduro en 2013 quand il a succédé à Chavez, mais bon, la décennie, comme nous l'avons évoqué un peu plus tôt, a été assez difficile donc pour Nicolás Maduro. Vous pensez qu'il a échoué d'une certaine manière? Bon, Chavez était un personnage très charismatique, mais il était un petit peu plus souple que ne l'a été Maduro avant. D'abord, Chavez a essayé de négocier avec les Américains, parce que ce dont il s'agissait fondamentalement, c'était de rééquilibrer la part des revenus du pétrole entre les grandes sociétés américaines et l'État et la société du Venezuela. Il a véritablement essayé, ça n'a pas marché. Toujours est-il qu'à l'époque de Chavez, il n'y a pas eu de sanctions dures. Bon, les Américains ont fait comme d'habitude, ils ont mis des sanctions, mais ça restait vivable à peu près pour le Venezuela. En revanche, à partir de l'arrivée de Maduro, qui était extrêmement agressif dans ses propos, là, les Américains ont mis le paquet. Près de 15 ans plus tard, on parle quand même de 232 milliards de dollars de pertes, donc en 10 ans pour le Venezuela. C'est considérable. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Mais faut pas voir dans cela uniquement l'histoire du pétrole et du gaz. Bon, c'est vrai que le Venezuela est assis sur les plus grandes réserves de pétrole et de gaz prouvées, c'est reconnu à ce jour. Il y a plus de pétrole et de gaz sous le Venezuela qu'il n'y en a sous la Russie ou sous l'Arabie Saoudite. D'accord ? Donc il y en a pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, si on veut exploiter ça, comme cela se faisait avant les sanctions, c'est-à-dire à grande échelle. Donc une richesse potentielle énorme. Donc bien entendu, on a tendance à dire, Trump veut mettre la main sur le pétrole et le gaz. Bon. Plutôt que mettre un terme au narcotrafic, puisque Donald Trump accuse Maduro d'être un narcotrafiquant et le Venezuela un narco-État. Alors, monsieur le président Trump, si vous voulez attaquer les gens qui sont à l'origine des drogues, que ce soit des opiacés et des produits médicamenteux, c'est pas au Venezuela qu'il faut aller chercher. Il faut attaquer votre voisin mexicain et la Grande Colombie. Bon. Mais ce sont deux pays que, pour diverses raisons, les États-Unis ne peuvent pas attaquer. Notamment le Mexique, puisque depuis les accords NAFTA, c'est-à-dire les accords de libre-échange d'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis et le Mexique sont en situation, ça a un peu changé récemment, mais sont en situation de libre-échange. Mais surtout, les usines américaines ont été déménagées au sud de la frontière.
Toutes les usines textiles, c'est bombarder le Mexique, c'est bombarder les intérêts, toutes les usines leurs propres intérêts. Les fabricants de pièces, de boîtes de vitesse qui sont assemblées par Ford, etc., se trouvent au Mexique. Bon, donc c'est un prétexte tout à fait fallacieux. En revanche, il y a une chose dont il faudrait parler, parce que ça c'est un phénomène de long terme, comme le bolivarisme, c'est la doctrine Monroe. Vous nous dites donc que le Venezuela, c'est la chasse gardée de Washington. Voilà. En 1823, le président Monroe a édicté que rien ne devait se passer sur le continent américain nord et sud du fait de puissances européennes. Bon, à l'époque, la Chine ne comptait pas, on était en 1823. Donc elle n'était pas présente sur la scène internationale. Donc Monroe a en quelque sorte banni les Européens de toute intervention politique, économique, diplomatique, de toute influence. Le Brésil est à part, mais tous les pays hispanophones au moins. Et cette doctrine est constante. Elle a justifié à la fin du XIXe siècle la guerre contre l'Espagne, les guerres contre l'Espagne, la prise de Cuba, etc. Mais il n'y a pas une île des Caraïbes où les Américains n'aient fait la guerre. D'accord ? Ils sont allés partout. Et à chaque fois que une puissance puissance autre que les États-Unis ont cherché à imposer un régime ou à favoriser des relations économiques, les Américains s'y sont opposés. Leur seul véritable échec, c'est Cuba, qui a réussi à résister, un peu grâce aux Russes, mais surtout grâce aux Cubains, parce qu'une partie des Cubains sont partis, on parle toujours des malheureux Cubains qui sont partis en Floride, mais il y en a quand même la majorité qui est restée. Qui survit. Et qui survit malgré 45 ans de sanctions. Bon. Alors, la doctrine Monroe s'applique toujours. Alors, ce qui est bizarre, c'est que Monroe, le président américain, s'était engagé en contrepartie à ce que les Américains n'interviennent pas en dehors de l'Amérique nord et sud. Bon, ça ne les a pas empêchés de faire deux guerres mondiales, ça ne les a pas empêchés dans ces dernières années d'attaquer la Libye, la Syrie, l'Irak, l'Iran, enfin tout le monde. Mais il y avait une espèce de deal, c'était pas un contrat, il n'y a rien de signé, il n'y a pas de traité, mais dans l'esprit de Monroe, c'était on reste chez nous, vous restez chez vous. Et donc c'est un retour à la doctrine Monroe, pensez-vous Ah oui, c'est un en retour 2025 avec l'essor du monde multipolaire. Exactement, de même que ça pourrait expliquer d'une certaine manière la manœuvre de Trump en direction du Groenland. Donc un peu plus tôt, au début de l'été, Donald Trump a en effet menacé le Groenland d'annexion, etc. Et le Groenland, c'est dans le continent américain. Pour un continuum américain. Donc là, une politique bicentenaire qui continue de s'appliquer. Et il est évident que de voir les Chinois s'installer un petit peu, mais surtout les Russes, et éventuellement de les voir se substituer aux sociétés américaines, aux techniciens américains, etc., pour l'exploitation des richesses pétrolières et gazières du Venezuela, a déclenché une monroïte aiguë chez Donald Trump. Donc l'enjeu pour vous, ce sont les ressources. Pour vous, il n'y a aucun doute. Voilà. Mais il y a une tradition. Hein, et s'il y a une tradition américaine avec la doctrine Monroe, attention, il y a une tradition vénézuélienne avec le bolivarisme. Le bolivarisme. Alors, est-ce que Washington, qui a donc, selon certaines sources, menacé Maduro, même lui a plutôt ouvert la porte, la possibilité de partir vers la Russie ou ailleurs, croyez-vous à un changement de régime comme ça dans les prochaines semaines à Caracas ? Je ne suis pas dans la tête de Maduro, je ne le connais pas personnellement, je l'ai jamais rencontré. Ça ne serait pas la première fois qu'il y a un changement de régime avec, admettons qu'on donne une 50aine de millions de dollars à Maduro pour aller s'installer dans la banlieue de Moscou. Peut-être va-t-il accepter, je n'en sais rien. En revanche, que le régime change entièrement, personnellement, j'en doute. Parce qu'il y a des gens qui vont continuer à résister. Maduro peut partir, mais le Venezuela n'est pas une... Et vous le disiez, le Venezuela est à genoux économiquement. À genoux.
Là, il est complètement à genoux. Là, je dirais même que les États-Unis ont largement dépassé le niveau de sanctions ordinaires, puisque ils ont coupé le Venezuela du système financier international pour l'empêcher de facturer à l'export. Ça, c'est une chose. Il y a eu des sanctions financières contre des personnes ou des sociétés. Bon, d'accord, tout le monde sait ça. Mais on a quand même coupé, les Américains ont essayé de couper le Venezuela du monde, bon, et notamment d'empêcher les importations agricoles. Donc il y a eu de la famine au Venezuela. Les hôpitaux vénézuéliens se sont retrouvés à court de médicaments. D'accord ? Donc, avec les bombes en moins, Caracas s'est retrouvé dans la situation de Gaza. Et c'est dur comme ça depuis 7 ans. Quelles seraient les conséquences sur la région d'une intervention américaine ? Alors, la Colombie me semble un petit peu en dehors du coup. Donc, elle va rester en dehors de ça. Il y a une grande question qui se pose, de mon point de vue, à terme, c'est celle du Brésil. Car quand vous voyez un pays qui a 2200 km là aussi, il y a 2200 km de frontière avec la Bolivie, 2200 km avec le Brésil. Quand vous avez votre voisin aussi gros qui tombe économiquement ou politiquement ou militairement, vous pouvez avoir certaines inquiétudes. Et on pourrait imaginer que le coup d'après, ça serait une tentative de changement de régime, comme d'habitude, contre Lula ou le successeur de Lula. Bon. C'est un peu plus compliqué pour le Brésil, parce que le Brésil, c'est un véritable continent, qui a sa culture propre, sa culture politique, etc. Mais quelqu'un qui se retrouve voisin d'une situation comme ça peut avoir tendance à se dire « À quand mon tour ? Est-ce que je suis le prochain sur la liste ?» D'autant plus que le Brésil a des ressources pétrolières et gazières colossales, lui aussi, et qui sont loin, très loin d'être exploitées aujourd'hui. J'en reviens à la comparaison entre la Russie et le Venezuela, enfin plutôt l'Ukraine et la Russie, et le Venezuela. On a le sentiment que Donald Trump est faible avec les forts, fort avec les faibles. Oui. Alors il y a une bonne nouvelle quand même là-dedans pour la paix du monde. Il y avait dans l'océan Indien, au moment de la crise, déjà avant la crise entre Israël et l'Iran, il y avait le porte-avions Gerald Ford, qui est le plus grand porte-avions du monde, qui commence à être un peu ancien, mais c'est une énorme bête, avec des dizaines et des dizaines de bombardiers à bord. Et Trump a fait rapatrier en catastrophe le Gerald Ford, en gros du sud d'Oman, jusqu'au large du Venezuela, pour se joindre à la flotte américaine qui déjà, comme toute flotte américaine, comprend un porte-avions. Donc il a voulu marquer le coup en disant non seulement j'envoie une flotte complète, mais je rajoute en plus le Gerald Ford. Bon, ça, les gens l'ont bien vu. Mais la bonne nouvelle, c'est que s'il a fait ça en rapatriant le Gerald Ford, c'est qu'il a perdu toute intention à court terme d'attaquer à nouveau l'Iran. Ce qui est plutôt bon pour la paix dans le monde. Ouais, vous dévoilez ce dont les autres, clairement, n'ont pas parlé. Bon, non, mais c'est une analyse que je propose. Eh bien, une bonne nouvelle pour la paix dans le monde. Le Gerald Ford n'est plus déployé au large de l'Iran, mais au large du Venezuela. Donc, une région est au moins pacifiée. C'est au moins déjà ça de prix. Lionel Rondouin, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Surtout, bien sûr, n'oubliez pas de le commenter et de le partager. Merci à tous et bonne soirée.